Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. À grande échelle, la gravité est l'interaction fondamentale dominante. C'est elle qui ordonne la matière pour en faire des étoiles, des galaxies et même des amas de galaxies. C'est aussi elle qui dicte le mouvement de ces astres. La Terre tourne autour du Soleil et le Soleil tourne autour du trou noir supermassif de la Voie lactée. Même les galaxies et les amas de galaxies ont un mouvement. En mesurant le fond diffus cosmologique, on s'aperçoit que nous bougeons dans l'espace selon un mouvement qui ne peut pas être entièrement expliqué par la révolution de la Terre autour du Soleil ou du Soleil dans la galaxie. C'est en fait toute la galaxie qui semble bouger dans la direction du triangle austral. Ce n'est d'ailleurs pas que la Voie lactée qui est attirée dans cette direction. Toutes les galaxies du groupe local suivent ce mouvement. Et même d'autres groupes de galaxies plus éloignés foncent dans cette direction. Cette convergence de mouvements vers une direction unique a abouti au concept de grand attracteur. Il décrit le point de convergence gravitationnelle pour une bonne partie des galaxies qui nous entourent. Son influence se fait sentir sur des centaines de millions d'années-lumière. C'est tout simplement la plus grosse concentration de masse dans notre voisinage. Et gravitation oblige, celle qui dicte donc la danse aux structures plus légères. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'est le grand attracteur, puisqu'il est très difficile de l'observer. Par un coup du hasard, il se trouve exactement dans la région du ciel qu'on appelle la zone d'évitement, celle qui est formée par le plan galactique et au-delà de laquelle il est presque impossible de faire des observations, tant la densité d'étoiles, de gaz et de poussière appartenant à la Voie lactée est importante. Malgré cette difficulté, des groupes de chercheurs tentent de voir à travers cette zone d'évitement pour comprendre à quoi ressemble l'immense amas de masse qui constitue le grand attracteur. Certains d'entre eux y sont récemment parvenus, au moins partiellement. À l'aide du télescope Gemini, ils ont identifié une demi-douzaine de galaxies se trouvant au-delà de la zone d'évitement, dans la région où le grand attracteur semble se situer. En étudiant leur décalage vers le rouge, ils déduisent que cette concentration de galaxies fait partie d'une plus grande structure, un amas qui pourrait représenter tout ou partie du grand attracteur. Comme on pourrait s'y attendre, ce dernier est certainement lui-même un énorme amas ou super amas de galaxies. Il faudra cependant bien d'autres observations pour confirmer la présence de ce nouvel amas et son rôle gravitationnel dans les effets observés du grand attracteur. Il est aussi possible que la structure nouvellement découverte ne soit elle-même qu'un amas lui aussi attiré par le grand attracteur. C'est tout un train de telles structures qui pourrait se trouver entre nous et lui. Pour en avoir le cœur net, le plus simple serait d'attendre que la Terre soit de l'autre côté de la Voie lactée, avec une vue dégagée sur la région qui nous intéresse. Mais cela n'arrivera pas avant une centaine de millions d'années. Des observations menées dans l'infrarouge, comme c'est ici le cas, pourront peut-être aussi révéler une partie de cette mystérieuse structure. En attendant, nous poursuivons notre course vers le grand attracteur à près de 600 km par seconde. Allez, de retour sur Terre, vous savez probablement que le lancement de la mission Artemis doit avoir lieu cette semaine. Demain même, si tout se passe bien. Suite au passage d'un ouragan en Floride, le calendrier a pris quelques jours de retard, même si bien heureusement, aucun dommage sérieux n'a été constaté sur la fusée. Enfin, je parle avec prudence, certaines inspections ont l'air un peu moins optimistes. La fenêtre de tir s'ouvre à 7h du matin et durera 2 heures. On sera bien évidemment en live sur Twitch avec Max pour couvrir l'événement. Pour rappel, c'est une mission qui va permettre de tester le nouveau vaisseau lunaire américain, le successeur d'Apollo en quelque sorte. Ce sera l'occasion de voir la fusée la plus puissante de notre époque entrer en service. Bref, le spectacle promet. On n'est bien sûr pas à l'abri d'un nouveau report comme il y en a déjà tellement eu. Auquel cas, une fenêtre de secours est prévue le 19 novembre. Et avec Artemis qui décolle, c'est la X-37B qui revient. La discrète navette automatique est revenue se poser le 12 novembre après avoir passé 30 mois en orbite, un record pour ce véhicule. Comme d'habitude, on en sait bien peu sur sa mission.
La navette a apparemment effectué pour le compte de la NASA des tests sur des matériaux et sur la résistance aux radiations de certaines semences. Un satellite et une antenne photovoltaïque faisaient aussi partie du voyage. Tout ça aurait très bien pu avoir lieu sur l'ISS, donc on se doute bien que ce n'est pas là tout le but de la mission. On note tout de même que la navette avait décollé pour la première fois avec un module de service, ce qui lui a permis d'augmenter la charge utile amenée en orbite sans être ramenée sur Terre. On peut s'attendre à ce que la prochaine mission décolle dans quelques mois. Si la tendance à toujours rallonger les vols se poursuit, elle pourrait durer plus de 1000 jours. La X-37B doit par ailleurs partager la vedette avec un appareil chinois qui semble poursuivre des buts similaires. Ce dernier est lui aussi un petit avion spatial qui passe des mois en orbite, effectue des manœuvres et largue des satellites. Tout ça très certainement pour le compte des militaires. D'autres acteurs pourraient être tentés d'acquérir des capacités similaires. On surveillera par exemple l'année prochaine le premier lancement de la navette européenne Space Rider, qui pourra elle aussi passer jusqu'à 2 mois en orbite, mais pour des applications civiles. Toutes les navettes spatiales n'ont pas eu une carrière aussi parfaite que la X-37B. La navette américaine, qui a porté pendant des décennies le programme de vol habité américain, a par exemple connu 2 tragédies. La première d'entre elles a abouti à la perte de la navette Challenger et de son équipage en 1986. 37 ans plus tard, on vient d'apprendre qu'une équipe de télévision a pu découvrir un débris de plusieurs mètres issu de l'accident, en filmant un documentaire sur le triangle des Bermudes. Ce sont des plongeurs qui ont très rapidement fait le lien avec l'accident de la navette. Ils ont alors contacté la NASA, qui a confirmé l'authenticité du débris. Une telle découverte ne change pas grand-chose aux conclusions de l'enquête sur l'accident. La navette spatiale n'est plus, et l'avenir est à la Crew Dragon, au Starliner, à Orion, et peut-être aussi au Starship. Cela nous rappelle toutefois qu'une des grandes tragédies spatiales n'est pas si loin, et que la sécurité n'est jamais garantie sur un vol au-delà de l'atmosphère terrestre. Espérons donc qu'il s'écoulera bien des années, voire des décennies, avant que de tels débris soient à nouveau produits. On continue ce DNDE du côté de James Webb avec une bonne nouvelle. Voilà quelques semaines, on avait appris qu'une panne mineure affectait l'un des 4 instruments du télescope, MIRI. Les ingénieurs de la mission avaient remarqué qu'une des roues qui permet de basculer entre les longueurs d'onde d'un des modes d'observation était soumise à des frictions grandissantes. La NASA vient d'annoncer qu'une solution a été trouvée. La manière dont les frictions apparaissent a pu être comprise et modélisée, ce qui a en retour aidé à savoir comment utiliser l'instrument sans faire apparaître ces frictions. L'agence spatiale américaine est maintenant confiante sur le fait que le télescope peut à nouveau être utilisé à son plein potentiel. Une nouvelle campagne d'observation utilisant MIRI a ainsi démarré samedi. Elle se concentre sur les régions polaires de Saturne et le fameux vortex en forme d'hexagone qu'on peut y observer. Voilà qui promet des images saisissantes. Finissons ce DNDE du côté de la Lune où la mission Capstone est arrivée à bon port. Ce petit CubeSat de 12 unités et 25 kg est la première sonde utilisant ce format à explorer notre satellite. Elle devrait cependant rapidement être rejointe par les CubeSats qui décolleront avec Artemis 1. Capstone a été lancé par un micro-lanceur, l'Electron de Rocket Lab. Ensemble, la sonde et la fusée montrent ainsi qu'on peut effectivement explorer la Lune avec des moyens infiniment moindres que ceux associés au SLS et à Orion. La principale mission de Capstone va être de tester l'orbite qui est prévue pour la Gateway, la station qu'Américains, Européens, Japonais et Canadiens vont installer en orbite lunaire. Elle devrait rester à poste pendant environ 6 mois et en profitera par ailleurs pour tester un système de navigation en peer-to-peer, en mesurant sa position par rapport à celle de la sonde MRO. Ce système pourrait ensuite se généraliser pour les très nombreuses missions lunaires qui sont prévues cette décennie, à condition que ces dernières ne prennent pas trop de retard. Le programme CLPS, par exemple, se fait toujours attendre. Il consiste à laisser des entreprises privées transporter des instruments et des démonstrations de technologie de la NASA jusqu'à la Lune contre paiement. La NASA souhaite n'être qu'un passager payant parmi d'autres et encourager ainsi la formation d'une économie lunaire. La première mission de ce programme qui était prévue pour cette année a été repoussée au premier trimestre 2023. Confiée à l'entreprise Astrobotic, elle repose sur l'atterrisseur Peregrine, qui emportera en tout 28 charges utiles.
En cas de succès, ce serait la première fois qu'une entreprise privée parvient à se poser sur la Lune. En 2019, SpaceIL y était presque parvenu avec son atterrisseur Bereshit, mais avait perdu le contrôle à quelques centaines de mètres de la surface. Espérons donc que Peregrine ira pour sa part jusqu'au bout. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce DMDE. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaires pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le samedi 26 novembre à 17h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.